Ouais. Hey Gérald, es-tu allé à la salle de bain? Ouais, mais y a-tu quelque chose que j'ai pas vu? C'est un vrai musée sur les murs. As-tu vu toutes les J'ai photos? bien des photos, là. Ouais. Il y a même une photographie de Wilbert Coffin avec la déclaration qu'il a fait au coroner à Rio à l'été 53. Coffin, il vient de York Center, puis il est enterré, là, comme à l'église Saint-Andrew, dans le petit cimetière. Ah oui, ah oui. S'attends-tu qu'on aille voir ça? Ben, j'aimerais bien ça. On y va. Ça fait qu'on a roulé vers le cimetière de la petite communauté anglophone où j'ai raconté à Gérald l'histoire du dernier homme pendu au Québec. Ça remonte à l'été 1953. 3 chasseurs américains sont retrouvés morts dans la forêt gaspésienne, sur la route là, qui mène à Murdochville. On a le père Lindsay, Eugène. Il est avec son fils, Richard, et un ami de la famille, Frédéric Clark. C'est les 3 Américains. Et Coffin a été vu avec le plus jeune Lindsay, hein, parce que les Américains sont tombés en panne en forêt, puis bon, c'est la pompe à essence qui a un problème. Alors, Coffin va tomber sur eux en forêt, va ramener le jeune Lindsay à Gaspé pour qu'il se procure une nouvelle pompe à essence. Au vu et au su de tout le monde. Il se cache pas, là. Quand il va ramener le jeune Lindsay en forêt, normalement, les 3 Américains sont repartis en forêt. Et Coffin leur aurait dérobé des objets. Il va même l'avouer lors du procès. This place that Buchanan home would never can be Gérald, filmed. Caroline, des gens. Les gens. Russell. Watson. Jean. Ah, regarde, Gérald. Ah. Wilbert Coffin. Ah, là, il y a 4 tombes. Il y a 4. Et juste ici. Pendant qu'on cherche les 3 Américains en forêt parce qu'ils sont portés disparus, Coffin va partir plusieurs jours vers Montréal. Il va visiter sa blonde. Hey, il n'est pas marié, rappelons-nous. Alors, il va rencontrer Marianne Petrie, qui vit à Montréal. Il y a beaucoup d'argent américain sur lui. Alors, il dit que c'est de l'argent américain qu'on lui a donné pour service rendu. C'est les éléments qui l'incriminent. C'est un prospecteur minier. C'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, unilingue anglophone. Pas marié, il vit encore chez ses parents, à 41 ans. Et il a un fils, conçu hors mariage. Ça regarde pas bien à l'époque, hein? C'est pas bon signe pour lui nécessairement. Dans les années 50, la Gaspésie s'ouvre au tourisme de masse. Et ça se reflète par l'arrivée de nombreux Américains qui viennent dans la région. L'argent américain circule abondamment, les visiteurs américains également. Donc, l'apport économique des Américains au Québec est considérable. Et on peut présumer que Duplessis a eu une certaine pression pour que l'affaire qu'on trouve un coupable rapidement, en tout cas. Son procès a eu lieu en 1954 devant jury et ça prend 30 minutes pour que le jury le déclare coupable. Alors, ils ne se sont pas réunis très, très longtemps. Son avocat de l'époque est particulier également. C'est Maître Raymond Maher, qui est un proche de Maurice Duplessis. Ils se connaissent personnellement et Maher ne fera témoigner aucun témoin lors du procès, pas même Wilbert Coffin, son propre client. Coffin est également un chasseur. Tout le monde a une arme à l'époque, en Gaspésie à l'époque, pour aller en forêt, pour se protéger d'un ours, peu importe.
Mais l'arme qui aurait pu disculper Coffin, c'est son propre avocat qui va aller déterrer l'arme à son camp de chasse à Coffin et qui va l'acheter dans l'eau, en dessous du pont de Québec, qui va faire disparaître cette arme-là. Alors, il a fait disparaître une arme qui aurait pu disculper Coffin. Il y aura 7 remises de peine. On remet sa peine, on trouve de nouveaux éléments, on remet, on reporte. Et en février 56, Wilbert Coffin va être conduit à la Potence, à la prison de Bordeaux. Mais après avoir entendu tout ça, là, toi, est-ce qu'il est coupable ou pas? Moi, je crois que Coffin a rencontré les chasseurs américains. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a admis. Il était en contact avec eux, il les a volés. Alors, oui, il y a des preuves qui pourraient l'incriminer, mais moi, personnellement, je suis pas capable de dire que Coffin était coupable. Alors, selon moi, il était innocent, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qu'on appelle le malheur, la mauvaise heure. Ça, j'ai trouvé ça là. Un matin qu'on venait d'atterrir à l'aéroport de Gaspé, on est tombé sur le monument dédié à un grand pilote. Ah, là, le monument de Jacques de Lesseps. Ah oui? Juste ici, viens voir ça. Bon. Monument dédié à la mémoire de Jacques de Lesseps. Un autre qui dit quelque chose? Jacques Moi, de Lesseps que je connais, c'est celui qui a fait le canal de Suez et de Panama. Son père, Ferdinand. C'est le père de... Exact. Donc, il provient d'une noble famille quand même. Alors, c'est pas un type de Gaspé, c'est pas un Gaspésien. Il est né à Paris en 1883. C'est un as aviateur de la Première Guerre mondiale. Il s'est démarqué en faisant 95 bombardements de nuit pour défendre Paris des zeppelins allemands durant la Première Guerre. C'est comme ça qu'il va obtenir on le voit sur le monument, il obtient la Légion d'honneur et la Croix de guerre pour sa bravoure. Après la Première Guerre mondiale, il se retrouve sans travail, sur le chômage pratiquement. Un as aviateur comme lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se recycler dans la photographie aérienne. Non. Alors, il va travailler pour une compagnie qui s'appelle la Compagnie aérienne française. Et ils vont développer une expertise, notamment au Canada, au Québec, où on va faire appel à leurs services justement pour cartographier le Québec. Et on va développer une compagnie ici qui s'appelle la Compagnie aérienne franco-canadienne. Alors, on va le retrouver en Gaspésie en 1926-27. Il va faire de la photographie aérienne de tout le territoire. Crois-le ou non, mais c'est des chicanes constitutionnelles, fédérales, provinciales, là, ça existe. Indirectement, c'est ça qui va coûter la vie à Jacques de Lesseps. De quelle façon?
Parce que Jacques de Lesseps était un pilote français. Il avait donc une licence de pilote française. Alors que le fédéral, tiens-toi bien, va lui exiger une licence canadienne. Il n'y en avait pas. Le gouvernement du Québec de l'époque va dire « c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça ». Et pour défendre son honneur, on va demander à Jacques de Lesseps d'urgence de se déplacer de Gaspé à Val-Briand pour assister à une rencontre pour qu'il donne ses arguments que c'est un as pilote et qu'avoir une licence canadienne, c'est pas nécessaire. Il va se rendre là-bas, et lorsqu'il arrive à Val-Briand, il rentre dans un nuage de brouillard, de brume à couper au couteau, et là, il veut amerrir, il ne voit rien. On fait sonner les cloches de l'église, on fait aller la sirène de la scierie du village, on met de l'éclairage pour lui donner des repères, il ne voit rien. Il pense que la piste est sous lui, il va pour s'amerrir et il va se cracher dans le fleuve Saint-Laurent, entre Baie-des-Sables et Sainte-Félicité-de-Matane. On va retrouver des débris sur 50 km. Il va mourir avec son mécanicien. Son mécanicien n'a jamais retrouvé son corps et lui, on va retrouver son corps 3 mois plus tard, au mois de décembre 1927, sur la rive ouest de Terre-Neuve. Son corps avait dérivé jusque-là. Quand on l'a retrouvé, bien, fidèle à ce qu'il a demandé, comme dans son testament, on va l'enterrer ici, inhumé ici, parce qu'il adorait Gaspé, qu'il avait un coup de cœur pour Gaspé. C'est pour ça qu'on retrouve son corps ici. Photographies aériennes qu'on lui doit. À l'époque, en 1927, c'était quelque chose. Pilote d'avion, 800 photographies d'une Gaspésie qu'on ne reverra plus, parce que c'est la Gaspésie avant qu'elle fasse son entrée dans la modernité. Hein, tout le monde était agriculteur à l'époque, alors on voit des champs, du territoire défriché tout le long du littoral. Hein. Alors c'est un grand personnage qui a marqué l'histoire de la Gaspésie à sa façon. Je suis content qu'on ait trouvé sa tombe. Après notre visite au cimetière, on est rentré chez nous bien content d'avoir les 2 pieds sur terre.